Aujourd'hui, on va parler CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, avec l'accent, mais surtout avec Sébastien Mandron, directeur de la RSE de Worldline, l'un des leaders mondiaux des services de paiement, où vous avez structuré une stratégie RSE ambitieuse, obtenant des certifications telles que l'ISO 14001 pour vos data centers ou le label EcoVadis Gold. Worldline est par ailleurs reconnu aujourd'hui pour sa transparence en matière de développement durable, atteignant le niveau le plus élevé du GRI, mais nous n'allons pas parler de ça. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est avec une autre casquette, celle de Monsieur CSRD du C3D, Collège des directeurs du développement durable, C3D. Comment est-ce qu'on devient cet homme-là ? Ah ben, par curiosité. Non, je pense que ce qui est important quand on est directeur RSE, en effet, c'est d'être curieux, d'avoir de l'énergie et s'intéresser à tous les sujets. Et c'est vrai que cette directive a constitué une vague importante pour transformer les entreprises et tout le monde y est allé il y a 18 mois fondamentalement, enfin tout le monde. Tous les gens qui avaient un niveau de maturité élevé, qui avaient la disponibilité pour s'engager, ont commencé en avril-mai 2023, avant que les textes européens soient validés, c'est-à-dire le 31 janvier 2023, et transposés en France en 7 ou 8 décembre 2023. On va parler du passé, du présent et du futur de la SSRD. Peut-être avant ça, un mot sur le C3D aujourd'hui. Dans l'écosystème RSE, quel est son rôle actuel ? Alors donc le Collège des directeurs en développement durable, c'est l'association qui rassemble en France 400 directeurs RSE, donc c'est la plus grosse association qui rassemble des directeurs RSE corporate exclusivement, et à ma connaissance, c'est un peu la seule au monde. D'accord ? Pourquoi ça arrive ? Parce qu'en fait, en France, on a, de notre point de vue, le plus gros écosystème RSE qui existe. Il y a le salon, vous voyez, le salon dans lequel on est aujourd'hui, cet événement. Vous voyez qu'on a des prestataires divers et variés, que ce soit les cabinets de conseil, des solutions. Vous avez les investisseurs, vous avez des agences de notation. Vous avez aussi des autorités. Vous avez l'autorité des normes comptables qui travaille sur le sujet. Vous avez l'AMF qui travaille sur le sujet. Le H2A. Et donc, en fait, le C3D, c'est juste une représentation de la maturité de cet écosystème français et qui vise à faire monter en compétence les directeurs RSE sur ces sujets de durabilité. Donc évidemment, au cours des 18 derniers mois, ils sont montés énormément en compétences sur les sujets CSRD. Et on a fait une quarantaine de réunions d'1h30 avec des experts à chaque fois pour leur expliquer voilà, comment ça se présente, pourquoi, comment. Et là, on a encore des sessions dans lesquelles on fait des benchmarks. C'est-à-dire qu'on est en train de leur expliquer voilà, les choix qui ont été faits par les uns et par les autres. Posez-vous la question si vous n'avez pas des idées intéressantes à reprendre de votre côté. On va se parler en effet de ce facteur réglementaire. CSRD, on pourrait parler de beaucoup d'autres facteurs réglementaires. Ma question est ailleurs. Est-ce que c'est aujourd'hui un des principaux moteurs de la RSE en France ? Alors, la réglementation a toujours été le vecteur de transformation de la RSE. On n'a jamais vu en fait d'autres vecteurs qui a déployé quoi que ce soit. Il y a quelques contre-exemples, mais les quelques contre-exemples, ce sont le top 10 ou le top 20 ou le top 40 des entreprises mondiales qui ne peuvent pas se permettre de ne pas en faire. Et là, vous allez trouver des Américains, vous allez trouver des Allemands, des Anglais, qui, de fait de leur stature, font ces choses-là parce qu'elles doivent être au niveau des autres corporates qui sont, eux, réglementés. Voilà, parce que les investisseurs, ils considèrent que c'est ça le standard. Donc que vous soyez réglementé ou pas réglementé, ce standard s'applique à vous. Mais ce n'est pas avec le top 100 ou le top 1000 des entreprises mondiales que vous réglez les problèmes de la planète. C'est bien dommage. CSRD, où on en est ? Vous avez commencé à faire un peu le rétro, pas le rétro-planning, mais l'histoire par la date, par la chronologie, je vais y arriver. Le 1er janvier 2024, les grandes entreprises européennes et les PME cotées en bourse ont été officiellement invitées à respecter les nouvelles normes et obligations en matière de reporting extra-financier. L'objectif, c'était donc d'encourager les entreprises dans le développement de leur politique RSE, d'harmoniser les normes de reporting à l'échelle européenne. 18 mois plus tard, retournement de situation. Les politiques et le président Macron en première ligne annoncent vouloir jeter le bébé et l'eau du bain à la fois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, donc où est-ce qu'on en est ? Je réponds à la première question. Après, je réponds à la deuxième. Où est-ce qu'on en est ? D'abord, il y a une super nouvelle. C'est qu'il y a quand même 600 rapports de disponibles. On n'a jamais connu ça dans le monde de la RSE.
La DPEF ou la NFRD version 1, en France, c'est SBF 120. SBF 120, les Français champions du monde de la transposition au sens large. Il n'y a personne qui avait transposé aussi largement la DPEF telle qu'on la connaît. Voilà, donc 120, les Français champions du monde, là, européens, 600. Donc ça veut dire que la masse de données dont tout le monde a compris que c'était plus important, c'est quand même un peu un trésor de guerre. C'est-à-dire que celui qui veut s'intéresser au sujet, il va pouvoir comparer des entreprises. Un volume de données incroyable. Voilà, donc c'est d'une richesse en fait extrêmement importante, y compris pour les directeurs RSE. Je dirais le premier client des rapports RSE, c'est le directeur RSE, parce qu'il va regarder tous les rapports de ses petits camarades pour voir s'il y a des bonnes idées. Quel profil, les 600 ? C'est toute l'Europe en fait. Alors le truc qui est super intéressant, c'est qu'on vous a dit, ah ouais, vous savez, les Allemands, ils n'ont pas transposé, c'est compliqué, ça coûte cher. Oh ouais, d'accord. Il y en a 70 qui ont publié en Allemagne. Tous les gros Allemands, ils ont publié. Parce qu'ils ne vont pas dire, non mais nous on ne le fait pas parce que vous savez, c'est différent. Non. La compétition à l'international. Donc les Allemands... L'Allemagne qu'on dit être le premier opposant. Voilà. Aujourd'hui. Voilà, mais les corporates, ils l'ont fait quand même. Donc c'est toujours intéressant de remarquer ces petits détails. Voilà, donc la vraie bonne grande nouvelle, c'est que, 600 rapports, 585 mon comptage de lundi. Voilà, donc ça, c'est tous les gens qu'on appelle de la vague 1. Voilà. Et tous ces gens-là, l'année prochaine, ils recommencent. Donc le truc n'a pas disparu. D'accord ? En 2026, il y aura encore 600 rapports, 600 CSRD, full version 1. Voilà. Alors là où ça change, c'est qu'en effet, les gens qui sont dans la vague 2, qui devaient publier leur première version l'année prochaine, vague 2, voire vague 3, là, ils sont un peu en train de se poser des questions, parce qu'on leur a dit, vous allez encore réfléchir pendant 2 ans. Parce que c'est compliqué, ça coûte cher et tout ça. Concrètement, on leur a dit même plus. On a dit, c'était Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances depuis très peu de temps, qui le 23 décembre a dit ce sont des textes qui freinent la croissance des entreprises. La transition écologique ne doit pas conduire à la délocalisation des emplois. C'était quand même des positions qui étaient dures. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Est-ce que vous avez un commentaire ? Moi, je constate qu'il y a 600 rapports qui sont sortis. Il y a des gens qui ont dit que c'était lourd, compliqué, tout ça, c'est pas nos amis allemands, qui l'ont fait en fait. Okay. Voilà. Après, je pense que, voilà, donc ça, je pense que c'est la vraie réponse, qui est que tous les gens qui sont dans la vague 1, franchement, pas de problème pour le faire, quoi. Oui, c'est compliqué, oui, c'est lourd, mais quand vous êtes un grand corporate, vous avez la capacité intellectuelle. C'est avant tout un sujet de capacité intellectuelle. Voilà. Donc ça, c'est vague. De capacité intellectuelle, certainement de capacité financière. Oui, mais c'est surtout intellectuel. Enfin, la vérité, c'est qu'il faut surtout avoir des gens qui comprennent le sujet, qui sont capables de l'interpréter et qui vont comprendre un peu de prestations pour aider. Mais on n'est pas en train de dire qu'on est en train d'attaquer la marge en faisant du reporting. Enfin, c'est pas ça. Voilà, donc ça, c'est le volet 1. D'accord ? Comme je l'ai dit, au C3D, il y a 400 directeurs RSE. Ils n'ont pas tous 10 ans d'expérience, mais on va dire qu'il y en a 400. Il y en a aussi un peu à l'ORS. Il y a un certain nombre de gens qui sont aussi à l'ORS, dans d'autres associations, qui ont aussi un niveau de maturité significatif. Mais on va rester sur 400-500. D'accord ? La CSRD, dans son modèle d'application historique, en France, c'était 5000. Nous, en étant dédiés à ça, on a mis 1 an et demi pour faire le truc. Donc la vérité, c'est qu'il n'y en a pas 5000 des directeurs RSE, donc le truc n'était pas faisable en fait. Voilà. Alors, on pourrait ajouter 1 an ou 2 ans, mais quand on voit le temps qu'on y a passé, si vous voulez faire de la compta, il faut être comptable, sinon ça ne marche pas. Et puis vous voyez, on aurait été 4000, 4500, bon an, mal an, ça rentrait dans la boîte. Mais bon, 500 versus 5000, non, il n'y a pas la compétence intellectuelle du truc. Le vrai sujet, pour nous, il est là. Et le sujet, ce serait la simplification. La question, c'est comment ? Alors, donc, compétence. Compétence, c'est quand même le sujet. Après, c'est facile d'être dédié à la RSE pour une boîte de plusieurs milliards. Quand vous êtes à une PME, c'est compliqué. Enfin, vous voyez, à un moment, le patron de PME ou de TI, son truc, c'est quand même de payer les gens à la fin du mois. Donc, le directeur RSE... éventuellement, il aide un peu la discussion commerciale, mais oui, à temps plein, ça ne marche pas. Enfin, le modèle économique n'est pas là du truc. Voilà, donc je pense que tout le monde avait compris que le truc était ultra ambitieux, surtout en termes de couverture et de périmètre. Voilà, surtout qu'on est quand même en phase d'amorçage. Vous voyez, les gens qui font de la RSE, c'est des gens qui ont hérité des réglementations précédentes au cours des 10 dernières années. Vous voyez, on n'est pas passé de 0 à 400 en 1 an. On est passé il y a 10 ans, 70 directeurs RSE en France à 400.
Voilà, ça a pris 10 ans. Voilà, donc si vous voulez pas tirer le trait jusqu'à 5000, alors on peut accélérer, mais vous voyez que le sujet qui est le sujet de la connaissance, ouais, il est compliqué. Et j'ai oublié votre deuxième question, mais vous allez me C'est pas grave, j'en ai beaucoup d'autres. Ah oui, Peut-être je pour vois ça. rebondir sur ce que vous venez de partager, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à Alors. une PME qui pourrait être justement un peu freinée par la complexité des exigences réglementaires pour amorcer la Alors, pompe? donc, une fois qu'on a dit que c'est compliqué, ces trucs, il y a plein de bonnes nouvelles dans le truc quand même. Donc, la première bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 600 des rapports. Et donc, mon conseil numéro 1, c'est que forcément, vos concurrents, ils ont publié. Forcément, dans votre secteur, il y a des gens qui ont publié. Donc, vous y connaissez rien, vous savez pas de quoi ça parle. Le truc, il est écrit en anglais ou en français, vous commencez à le lire. Et là, comme c'est votre secteur, bah, vous êtes capable de dire, bah, ça, je le fais déjà en fait. Je savais pas que c'était ça. Bon, ça, je le savais pas, mais en fait, on a une activité un peu différente. Donc, quand vous lisez le rapport, vous savez très vite ce qui vous concerne. Voilà, si vous faites de l'informatique, passez pas du temps à savoir s'il faut reporter sur le bien-être animal. Hein. C'est pas la peine. L'eau non plus, vous laissez tomber. Donc ça veut dire que comme c'est un sujet, la CSRD, qui est sectoriel, tous les gens de la vague 1, eux, ont passé beaucoup de temps à définir ce qui était matériel pour eux. D'accord ? Mais quand vous arrivez derrière, quand vous êtes dans l'automobile, hein, vous regardez BMW, Peugeot, Renault, c'est les mêmes sujets. Hein. Enfin, c'est pas la peine d'inventer autre chose. Si vous invitez autre chose, vous n'êtes pas pertinent. Donc en fait, pour les gens qui veulent se lancer ou qui voudraient être curieux, ils peuvent regarder des sujets super simples. Comme tout le monde est structuré de la même manière, ils peuvent regarder des parties qui les intéressent. Comment est traitée la problématique de l'eau dans l'industrie automobile ? Bah, je vais regarder ce que dit telle entreprise, et puis j'aurai mon avis. Et après, bah, je fais pas, mais au moins, ça voilà. Alors, ce qui n'est pas du tout ce qu'ont les gens de la vague 1. La vague 1, ils sont partis de zéro. Et donc, c'est parce qu'on parle justement de cette notion de double matérialité qui est au cœur de ce texte-là, de la CSRD. Est-ce que c'est aujourd'hui ce qu'il y a de plus compliqué opérationnellement à identifier ou à quantifier? Alors, je vais dire que c'est compliqué à formaliser. Ok. Voilà. Parce que, en effet, les textes apportent un niveau d'audit extrêmement précis qui fait que c'est un point de sensibilité pour l'auditeur sur lequel il doit s'assurer que le truc a vraiment été bien fait. Parce que s'il manque quelque chose dans le rapport, c'est sa responsabilité qui est engagée. Donc c'est là où ça crée en fait un niveau de tension avec l'auditeur sur lequel il se dit, moi, il y a un truc sur lequel je ne peux pas faillir. C'est est-ce que le truc a été bien fait ? Parce que si j'ai pas les preuves que ça a été bien fait, c'est ma responsabilité qui est engagée. La vérité, c'est quoi ? C'est que la matrice de matérialité, les directeurs RSE, ça fait 10 ans qu'ils en font. Voilà. Donc si vous prenez les matrices de matérialité avant CSRD et après des CSRD, bah, l'écart c'est 15-20%. Mais on n'a rien découvert. Enfin, oui, je reviens sur mon exemple. Hein. Si vous êtes dans l'automobile, vous n'avez pas besoin d'attendre la CSRD pour dire que vous n'avez pas d'exposition au bien-être animal. Ou alors vous faites des transports de bestiaux. Mais oui, c'est un peu fin comme truc. Si on se penche sur l'avenir et si on part du principe que la vague 1 sera identique à la vague 2, la question c'est comment est-ce qu'on évite aujourd'hui que cet exercice ne reste purement déclaratif, que ce soit juste finalement une espèce d'outil bureaucratique et qui ne servent pas à accélérer les transitions nécessaires. Alors aujourd'hui, en fait, ce que vous avez vu et entendu, c'est que tout le monde vous parle de simplification. Il faut simplifier, ça coûte cher, etc., etc. Mais personne ne vous rappelle quel est le problème et quelle est la solution qui est envisagée. Donc d'un côté, on a un problème, ça s'appelle le réchauffement climatique ou l'atteinte des limites planétaires. Et de l'autre, vous avez des gens qui veulent bien vous prêter de l'argent sous réserve, qui ne vont pas perdre leur pognon. Voilà. Et au milieu, il y a un truc, ça s'appelle la CSRD, qui est « Merci de me rapporter quels sont vos risques extra-financiers pour que je vous prête de l'argent ». Donc à un moment, vous avez bien compris que si vous voulez construire une usine d'eau en bouteille à Perpignan, et que vous allez voir votre banquier ou votre investisseur et vous dites « J'aurais besoin de 10 millions d'euros pour faire une usine d'eau en bouteille à Perpignan », il va vous dire « Est-ce que tu es sûr qu'il y a de l'eau ? Sinon, tu n'auras rien. » Voilà. Et donc, on peut appeler ça CSRD ou pas CSRD. Vous voyez que dans mon exemple, mais il y en a plein d'autres, vous êtes bien obligé de vous poser les questions, de savoir, avant de me lancer dans un business, est-ce que je suis sûr de pouvoir acheter des terres rares en Chine si la Chine fait la guerre à Taïwan, par exemple ? C'est une bonne question, ça. Vous voyez ? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller faire encore des fours à gaz si je ne peux pas acheter du gaz en Russie ? C'est aussi une bonne question. Mais donc, ça s'appelle CSRD ou ça s'appellera plus CSRD ? Votre point de vue, c'est quoi sur l'avenir de ce texte ? Le sujet, c'est pas tant ça, c'est que le besoin, il va pas. Tout le monde a compris que le problème, il ne va pas disparaître. Donc le réchauffement climatique, il ne va pas disparaître.
l'atteinte des limites planétaires ne va pas disparaître. L'ami russe ou l'ami chinois, il ne va pas disparaître non plus. Donc vous allez bien avoir des entreprises qui vont être pénalisées dans leur business model. Concrètement, leur chiffre d'affaires va baisser. Ils vont perdre de l'argent. Voire certains vont être en faillite. Donc ça, c'est votre problème. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui veulent bien vous prêter de l'argent sous réserve qu'ils ne perdent pas tout leur argent. Et donc entre les deux, on l'appellera CSRD ou pas CSRD, mais il faudra bien répondre à ces questions, de savoir quelle est votre exposition personnelle, en fait, en tant qu'entreprise, à tous ces risques. Et si vous ne répondez pas, eh ben, vous n'aurez pas d'argent. C'est une stratégie qui émane en général des dirigeants des entreprises. En mars dernier, Fabrice Bonifay, au moment où il quittait la C3D, dressait un bilan, un constat selon lequel la C3D aurait globalement échoué. Selon lui, est-ce que les entreprises intègrent suffisamment vite les concepts de limites planétaires et de plancher social, pour reprendre ces mots, pour développer de nouveaux modèles d'affaires compatibles avec l'urgence climatique? Est-ce que vous partagez ce constat? Alors, Fabrice est toujours président du C3D. Il n'est pas parti. Oui, il n'est pas parti complètement. Il a ouvert aussi un autre front. Pardon. Non, je pense qu'en effet, Fabrice partage en effet régulièrement sur le fait que l'accélération aujourd'hui n'est pas suffisante et qu'on fait face depuis un certain nombre de mois à des vents contraires. Et c'est pour ça qu'à un moment, au-delà des sujets de simplification, etc., les investisseurs, on peut reprendre tous les exemples, mais à un moment, quelle que soit la problématique, quand vous mettez 1 million d'euros, est-ce que Perpignan, c'est le bon endroit pour planter une usine d'eau en bouteille? Bon, vous avez la réponse. Voilà, mais il y en a plein d'autres, des questions comme ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous avez les mêmes problématiques dans l'industrie automobile sur les batteries. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité à produire les batteries? Donc, vous voyez, c'est ça les vrais grands sujets extra-financiers. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'en H1, là, donc on voit qu'il y a 600 rapports. Donc nous, on voit que ce contenu est disponible. Voilà, c'est immense, c'est qualitatif. Donc ce qu'on s'attend, ou en tout cas ce qu'on va regarder, c'est est-ce que les fameux investisseurs, pour le coup, dans la phase du second semestre, vont s'intéresser à ce contenu et va dire, voilà, moi j'ai analysé votre secteur et j'ai vu que vous n'avez rien sur les terres rares alors que vous êtes fabricant de produits électroniques et vos concurrents, ils déclarent qu'ils sont en train de diversifier leurs sources d'approvisionnement. Parce qu'ils ont un risque, en fait, sur les terres rares. Vous faites quoi, vous, sinon? Donc le moteur ne viendra pas du législateur, mais de l'investisseur. Voilà. Si on finit par le début et par le titre de ce podcast, Better, Faster, Stronger, et qu'on saucissonne, pour ne pas dire découpe, ce sera plus joli. Comment faire donc mieux, plus vite, plus fort? On commence par mieux, better, ce serait quoi? Mieux, je pense que je préfère le faster en fait. Parce que le mieux, on a pris cher là quand même avec la CSRD. Juste, on a fait beaucoup mieux. Non, c'est vrai. Franchement, là, on a fait beaucoup mieux en quali. Donc je pense que le mieux, c'est de continuer en fait sur la même approche. Voilà. Et le faster, alors si jamais c'était le faster, moi, ce qu'on voit en faster, là, c'est la décarbonation. On voit bien que la CSRD a impliqué tous les plans de transition. Et que là, maintenant, en effet, la question qu'on vous pose, à chaque coin de la rue, c'est le produit que je t'achète ou le service que je t'achète, il fait combien en CO2 et explique-moi comment tu vas le baisser au cours des 5 prochaines années, parce que j'ai un plan de transition à faire en 2030. Donc c'est un traducteur de CO2, en gros, ce serait ça. La CSRD, c'est un super accélérateur. Donc l'objectif, ce serait afficher le prix carbone sur tout. Ouais. Mais en fait, on a déjà... C'est juste qu'aujourd'hui, le citoyen n'a pas cet indicateur. Aujourd'hui, on ne sait pas combien ça coûte, ça, en CO2. Ça, on ne sait pas combien ça coûte. 12 kg de CO2. Voilà, le téléphone que je suis dans la poste, c'est 85 kg de CO2. Votre ordinateur, c'est 280 kg de CO2. Une transaction de paiement, c'est 2,45 g. Une fois que je vous ai donné ça, vous commencez à avoir des idées. Moi, je commence à avoir une idée quand j'écoute Frédéric Mazella me dire que 500 km en voiture, c'est 500 pots de yaourt de CO2 dans le ciel. C'est même pas des kilos de CO2 appliqués à des téléphones. Ça vous donne des ordres de grandeur, mais ça ne vous permet pas de faire un arbitrage. Alors, la question, je vous demande de réduire votre empreinte carbone. Vous allez me dire, OK, le verre, il fait combien? 12 kilos. OK, je peux boire dans un verre à 6 kilos? Voilà, regarde, je coupe à la moitié. Et là, vous dites, voilà, le verre, franchement, il est top. Est-ce que je peux avoir un verre plus petit? Je veux sauver la planète. Donc c'est ça, c'est pour vous, en tant que citoyen, c'est ça le truc. Si je vous dis une transaction de paiement à 2,45 g, il y a votre ticket, votre carte, le terminal. Si je vous dis enlevez le ticket, vous faites 20%. Arrêtez de payer votre carte, payez avec votre téléphone et arrêtez votre carte, on fait 35. Vous payez d'un téléphone à un autre, on divise par 3. D'accord? La conclusion, c'est quoi? C'est
Bah, vous, le ticket, ça vous intéresse plus. La carte, si la banque vous dit c'est une option, c'est payant en plus, vous ne prenez plus. Et le chauffeur de taxi, est-ce qu'il a vocation à avoir un terminal de paiement? La réponse est non. Et vous allez payer avec votre téléphone, sur le téléphone du chauffeur de taxi. Dans l'exemple que je viens de vous donner, vous dites, attendez, moi, je veux garder mon steak et mon avion. Je paye avec mon téléphone. Et je divise par 3. Ouais, ça marche. Non, mais parce qu'en fait, là, on est dans la phase où vous êtes capable de renoncer gratuitement. On est dans la phase où vous allez chercher des exemples, vous dire, bon, le verre, elle est bien, mais vas-y, serre-le dans un truc. Ça me coûte, je garde mon steak et mon truc. Là. Mais ça, voilà. Mais ce qui, pour arbitrer, ce qui vous manque, c'est ça. Mais vous avez déjà fait l'exemple. Je vous donne 2 exemples. Votre pass Navigo, il est venu de passer sur le téléphone. Vous avez pas, bon, personne n'a dit je veux le pass Navigo en plastique, s'il te plaît, donne-le-moi. Non. Oui, on a fait le switch. Oui, on l'a fait intellectuellement. Voilà, mais c'est pas lié au carbone, mais vous savez les faire. Et à partir du moment où on va vous donner des prix, vous dites attends, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire. Je veux garder ma voiture parce que j'ai une maison en Normandie, c'est compliqué, le train après 23 heures, et trucs et machin. Donc vous allez en fait être capable de faire beaucoup de choix. À partir du moment où on va vous dire bon, s'il faut que je fasse des économies, parce que franchement, là, je commence à voir qu'il y a des morts, vous avez besoin de cette étiquette carbone. Et si je vous dis better, faster, il manque il manque le prix du carbone, voilà. Vous Stronger. Mon prix du carbone. Non, mais carbone, stronger, si on a fait le faster, le stronger, ce serait quoi? De la part de voir, la répétition, justement, une espèce d'engouement un peu médiatique collectif? Alors, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est pas la solution qui fait le changement humain. C'est pas parce que, en fait, je vais vous créer un truc low carbone que vous allez le faire. Je vous donne un autre exemple. Pourquoi vous êtes passé au sans contact? Pas parce que la techno, elle existait. Le sans contact, le paiement sans contact, il existait depuis un certain temps déjà. Et vous êtes passé au sans contact parce qu'on vous a dit, si tu continues à payer avec des billets, tu vas mourir à cause du Covid. Paye avec ton téléphone. Vous voyez, c'est ça l'être humain, en fait. Le vrai être humain, c'est ça. C'est pas parce que je vais vous expliquer que truc machin, c'est qu'à un moment, en fait, il y a un truc qui est déclencheur, qui n'a rien à voir avec la techno. Voilà. Ouais, donc, le truc arrive comme ça. Donc, c'est ça le réchauffement climatique. Ça fait 10 ans qu'on vous dit qu'on va tous mourir à cause du truc. Les gens n'ont pas vraiment beaucoup changé. Donc, en fait, les accélérations, en fait, arrivent sur des sujets voilà, où vous dites... Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'à un moment, vous avez une prise de conscience qui fait qu'à un moment, vous arbitriez. Donc là, vous allez arbitrer les trucs qui ne vous coûtent rien. Le pass Navigo, ça je sais faire. Le paiement sans contact, ça je sais faire. Manger plutôt du poulet ou du cochon à la place de la viande rouge. Voilà, parce que ça marche. Parce qu'on vous a dit, faut arrêter de manger de la viande. D'accord, mais c'est surtout la viande rouge, le CO2. Les autres, c'est beaucoup moins. Donc voilà. Donc c'est parce qu'on va vous dire ces choses-là que vous allez dire, vous allez commencer à faire des arbitrages gratuits. Voilà. Donc ça, c'est plutôt ce que j'appelle la phase 3. La phase 4, c'est il va falloir vraiment le faire, et là, ça sera vraiment très dur. Mais pour rentrer dans cette phase 3, la CSRD avec les plans de transition, c'est ce que les entreprises sont en train de faire. Elles sont essayées d'avoir les prix carbone de ce qu'on est en train d'acheter. Donc un ordinateur, c'est 280 kg de CO2. Voilà. Une chaise de bureau, c'est 80 kg de CO2. Voilà. D'occasion, c'est 40 kg. Bah, je la prends à 40 kg en plus, elle est 50% moins chère. C'est quelle belle affaire. Ce qu'on est aussi en train de voir, c'est que quand on chasse le carbone, d'accord, en fait, on remet en cause son besoin. C'est-à-dire que si ça, c'est 12 kg de CO2, vous allez voir le fournisseur, tu peux me le faire à 6? Je dis, bah oui, regarde, j'enlève la moitié. On peut toujours boire dedans? Ouais, nickel. Et donc, à la fin, vous avez quoi? Vous aviez un grand verre. Franchement, il était bien. Mais pour sauver la planète, vous allez boire dans un demi-verre. Bah, je peux toujours boire? Oui. Donc, vous voyez que mon besoin a évolué. Donc, en fait, vous allez le faire. Donc ça, c'est un super message pour les acheteurs. C'est-à-dire que quand vous prenez le sujet carbone, vous revoyez en fait votre besoin, d'accord, et vous faites baisser les prix. Et c'est pas plus cher. Merci beaucoup pour toutes ces images qui nous resteront chaque fois qu'on prendra un verre d'eau, je n'en doute pas. Voilà. Et merci d'avoir été avec nous, Sébastien Mandron. Merci à vous.